On va débuter, allez, dans une minute, notre conférence, enfin notre table ronde sur la question des compétences au cœur des enjeux de la jeunesse méditerranéenne. On va avoir une liaison avec Tunis et avec Amjed Mahmoud au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle de Tunisie. Alors, auparavant, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin pour participer à cette table ronde qui est organisée par l'AFPA et l'IECD. La question donc des compétences est au cœur des enjeux de la jeunesse méditerranéenne. Pour en parler avec nous, il y a Eddy Nasrin. Bonjour Eddy. Bonjour. Alors vous êtes responsable de programme pour l'Institut européen de coopération et de développement au Liban, l'IECD. Vous mettez en œuvre des projets dans les domaines de l'éducation et de l'accès à l'emploi par la formation et vous avez des actions très fortes pour développer les formations techniques professionnalisantes. On va en parler dans quelques instants. Nous serons en liaison donc avec Amjed Mahmoud, qui est au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle de Tunisie. Il est directeur des relations avec l'environnement économique et social et il est en charge du programme national de lutte contre le décrochage. Vous voyez, c'est magique puisqu'il arrive en même temps que je suis en train de le présenter. Bonjour Amjed. Alors, on vous voit articuler, mais on ne vous entend pas. Je pense que ça va être une question de secondes. On va refaire un essai peut-être. Côté technique, vous me dites si c'est bon. Amjed, est-ce que vous nous Oui, vous entendez? m'entendez? Oui, bonjour Amjed. Merci d'être avec nous. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Donc, comme je disais, vous êtes au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, directeur des relations avec l'environnement économique et social, donc c'est un ministère à Tunis que vous êtes actuellement. Également Oui. avec nous Magali Sirerol, directrice régionale de l'ingénierie et de l'innovation de l'AFPA en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous interviendrez sur la question des compétences en qualité d'experte en ingénierie des compétences pour l'AFPA, c'est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. À vos côtés également, il y a 2 éclairages qui seront faits sur des dispositifs d'accompagnement des jeunes élaborés donc depuis Marseille par l'AFPA. Guillaume Lacharme qui est responsable du dispositif La Promo 16-18 à l'AFPA de Marseille et Bettina Plotin-Tinelli en charge du projet Rebondir qui a été élaboré avec Aix-Marseille Université. La première question sera simple, va nous permettre de cerner totalement la thématique de cette table ronde pour être le plus concret possible et appréhender donc toutes les complémentarités entre nos pays de la Méditerranée. Je vais vous demander ce que signifie pour vous le concept de compétence. Eddy Nasr, d'abord au Liban. Bonjour. Aujourd'hui, si une formation est faite seulement sur le savoir, ça ne serait pas intéressant pour les personnes qui vont suivre cette formation. Le savoir est accessible sur Internet, YouTube, Google, n'importe où. Mais avoir un savoir avec un savoir-être, avec un savoir-faire, cette combinaison de ces trois forme une compétence. Et là, ça devient intéressant à cette personne, à cette personne qui suit la formation, parce que ces trois combinés ensemble formeront bien la personne en savoir, en attitude, envers les autres et techniquement bien assimiler les choses. Et ça forme la compétence. Et ces compétences peuvent répondre vraiment aux besoins du marché et donner, ça devient plus intéressant à ces élèves parce qu'ils amélioreront leur chance de trouver un emploi. D'accord, merci Eddy Nasr. Donc au Liban pour ce premier éclairage. Amjed Mahmoud, est-ce que vous êtes avec nous? On ne vous voit plus à Je vous l'écran. entends Oui, bonjour parfaitement. Amjed. Alors même question pour vous, pour cerner très rapidement, pour vous c'est quoi ce concept donc des compétences qui est au cœur des enjeux de la jeunesse méditerranéenne? Bon, au fait, la compétence, c'est un mot de César pour toute société en quête de développement et de son économie de connaissances. Donc, c'est un mot autour duquel gravitent plusieurs intérêts. L'entreprise, tout d'abord, c'est elle qui crée la richesse à travers l'unité de l'emploi. La compétence également, on doit l'appréhender du côté du dispositif de formation pour qu'elle puisse vraiment réussir la construction des parcours. Et également, c'est une quête pour le jeune, un parcours pour tracer et dresser son avenir professionnel. Donc voilà, c'est ce type-là, il est primordial pour toute société qui veut vraiment aller plus loin dans le développement. Donc je peux la considérer même sur une norme sociétale
et qui mérite, à vrai dire, d'être mieux apprécié dans le débat public. Voilà. Merci pour ce préambule, Amjad Mahmoud, depuis Tunis. Magali Sirerol, directrice de l'ingénierie de l'AFPA, c'est quoi cette conceptualisation des compétences pour vous? Alors, je crois que les éléments essentiels ont été posés, hein. Du coup, si on veut faire simple, la combinaison du savoir, savoir-faire, savoir-être construit la compétence. Par contre, et encore plus quand on s'adresse à un public jeune, ce qui est important, c'est de toujours la contextualiser. Et le contexte, c'est le monde de l'entreprise. Et se poser la question du coup du monde de l'entreprise pour un jeune, au-delà de l'acquisition de ces 3 sous-domaines, c'est un sujet vraiment essentiel et majeur. D'ailleurs, de plus en plus, on travaille la question de la compétence encore plus avec un public jeune autour des compétences comportementales. C'est pas pour rien. Les entreprises nous le disent souvent. Oui, nous, on peut accompagner l'acquisition de la compétence technique dans l'emploi. On sait faire, on peut avoir des tuteurs, on peut avoir... par contre, la question du comportement en entreprise et de l'adaptation au contexte et au monde professionnel est un vrai sujet essentiel. Et c'est vrai que du coup, il y a tout un travail à faire sur la reconnaissance aussi de ces compétences-là. Alors ça peut passer par des dispositifs qui commencent à émerger et puis à se développer, hein, qui sont par exemple les open badges, qui sont des moyens de certifier, de valoriser ces compétences comportementales et qui ont un intérêt aussi un peu particulier parce qu'en fait, il y a l'émetteur de l'open badge qui va porter par exemple sur savoir communiquer, savoir travailler en équipe, sur savoir interagir, sur comprendre une consigne, mettre en œuvre une consigne. Et donc, il y a le détenteur du badge, il y a celui qui l'émet, donc le formateur, on va dire, hein, dans 99% des cas, celui qui obtient l'open badge, le stagiaire, et après, il y a celui qui la valorise. Et là, c'est le tuteur, l'entreprise. Donc, on est sur un système qui permet vraiment de reconnaître des compétences qui sont vraiment fondamentales sur le public jeune. C'est cette capacité à s'insérer dans le monde du travail et à respecter tous les codes qui y sont associés. Et là, il y a un enjeu très, très fort, je crois. Donc, c'est un petit peu le petit supplément qui me paraît important, en tout cas quand on parle de la compétence chez les jeunes. Oui, justement. Alors, on verra après les éclairages, hein, les deux éclairages différents, avec des publics jeunes qui sont différents aussi. D'un côté, des décrocheurs, d'autres des étudiants qui ont aussi abandonné, enfin, qui ont un petit peu décroché aussi à leur manière. On verra cette approche des compétences avec vos deux voisins qui sont donc à votre gauche. Eddy Nasr, je reviens vers vous concernant le Liban. Quoi l'approche par les compétences est particulièrement adaptée dans la période de crise que traverse actuellement le Liban? Donc, tout d'abord, oui, tout le monde le sait, le Liban passe par une crise non jamais vécue durant toute l'histoire de ce pays. Mais comment l'approche par compétence va aider à l'amélioration de cette situation? C'est parce que ça répond aux besoins du marché du travail. Comment ça veut dire? Donc, en créant pour n'importe quelle formation, on va chez les entreprises, on fait cette étude de marché, on prend les besoins, on crée le référentiel des activités professionnelles, puis on le revalide avec le marché du travail. Donc, pour s'assurer que ces activités professionnelles, une fois que cet élève ou cet étudiant qui va finir cette formation, saura bien faire ces activités. Une fois que ça c'est validé, on commence par le référentiel de compétences qui suit enfin le référentiel de certification. Enfin, ces 3 référentiels feront cette formation complète par l'approche par compétences. Et comme ça, avec ces 3 qui sont validés par les entreprises, par le ministre de l'Éducation, et donc est testé, assurera une amélioration de la technicité ou des compétences. Et ces élèves seront montés en compétences vraiment pour répondre à ces besoins du marché du travail. Donc aujourd'hui, il y a cet écart entre ce que veut le marché du travail et les formations trouvées au Liban. Mais ces formations créées sur l'approche par compétences vont réduire cet écart et aider à cette amélioration de cette crise économique, sanitaire, politique, sociale. On peut énumérer tous les niveaux. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de travailler. Et il y a aussi, malheureusement, au Liban, une fuite des cerveaux quelque part. Est-ce que cette approche par les compétences peut encourager des jeunes à rester? C'est vrai. Tout d'abord, le Liban comptait beaucoup sur la main-d'œuvre étrangère dans différents secteurs. La plupart de ces étrangers ont quitté le Liban vu la dévalorisation de la rive libanaise. Et donc, les Libanais doivent, eux, couvrir maintenant ces emplois qui, normalement, ne travaillaient pas. Donc, c'est
c'est en même temps positif et négatif. Positif pour les Libanais parce qu'il y a plus d'emplois, mais négatif parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas beaucoup formés ou bien formés pour prendre ces postes. Et là, c'est le grand travail qu'on essaie de faire, de préparer ces personnes, et bien sûr, en essentiel les jeunes, pour accéder à ces offres, à ces emplois. Alors justement, avec l'IECD, vous travaillez plutôt sur la sphère des formations professionnelles, hein, sur le côté technique. Est-ce que ça facilite ce développement des compétences, le fait que ce soit plutôt des parcours courts? Donc, à l'IECD, on a deux parcours. On a des formations courtes de quelques mois et des formations diplômantes de 3 années. Si je parle des formations diplômantes de 3 années, là, aujourd'hui, il y a plus un switch, si on veut dire, vers l'enseignement technique, vu le coût élevé maintenant des frais de scolarité de l'enseignement académique et universitaire. Donc, là, l'enseignement technique peut donner une chance plus rapide à ces jeunes de trouver un emploi. Et donc, valoriser les compétences dans l'enseignement technique est très, très essentiel. Et ça commence à changer. Normalement, ici au Liban, l'enseignement technique est perçu comme quelque chose de négatif ou moins important que l'enseignement académique. Donc, ceux qui échouent dans l'enseignement académique passent en l'enseignement technique. Ça change un peu, peu à peu. C'est une culture, c'est une éducation à faire. Ce n'est pas quelque chose de jour à jour qui va se faire. Mais une fois que les gens comprennent et sont convaincus que si je pars en enseignement technique, je peux trouver un meilleur emploi, je peux trouver une bonne vie, vivre une bonne vie, là, ça commence à changer. On devient plus pragmatique avec la crise? Pardon? On devient plus pragmatique avec la crise? On devient plus pragmatique avec la crise. Donc, l'important, c'est aujourd'hui, malheureusement, dans la pyramide de Maslow, on est vraiment dans le premier niveau. On veut manger, on veut vivre, on veut survivre au Liban. Et donc, si on n'est pas bien payé, si on n'a pas un emploi décent, on va pas pouvoir vivre et survivre. Et je vous dis que la plupart des Libanais, bien sûr, pensent à quitter le pays ou je ne sais pas, mais avec ces formations et ces compétences, on peut leur donner une chance de leur dire non, vous pouvez rester au Liban, vous pouvez trouver un travail, vous pouvez vivre bien. Et vous travaillez aussi, c'est un point important à souligner, vous travaillez aussi bien avec l'enseignement privé qu'avec l'enseignement public. C'est vrai. Donc, on a 16 écoles partenaires au Liban, dont privées, dont publiques. Et on est sur tout le territoire libanais pour essayer d'atteindre le plus grand nombre de personnes. Je donne un très petit exemple. On était là il y a 2 semaines dans la région du Akkar, au nord du Liban, une région pas très bien développée malheureusement. Et là, le seul souci des personnes responsables là-bas, c'est comment laisser nos jeunes dans cette région. Et donc, leur donner les outils pour qu'ils puissent rester. Et les outils aujourd'hui, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est l'enseignement. D'autant qu'il y a des entreprises qui veulent s'installer. Bien sûr. Il y a différentes régions, différents secteurs, mais ils ne trouvent pas les bons profils. Et aujourd'hui, malheureusement, les entreprises n'ont pas les ressources, n'ont pas les moyens de former ces jeunes eux-mêmes dans les entreprises. Donc, cette coopération qu'on essaie de faire et qu'on fait avec les entreprises, c'est pour aider les gens, les bénéficiaires, donc les élèves et les entreprises à se joindre pour trouver ce travail. Merci Eddy Nasr. Merci. On reviendra vers vous tout à l'heure pour parler encore IECD au Liban. Nous partons à Tunis. Amjed Mahmoud, vous êtes avec nous. Quand des entreprises vous contactent pour se développer sur un territoire, comment vous articulez les besoins de recrutement de ces entreprises avec les compétences qui sont présentes sur le territoire? Au fait, en Tunisie, récemment, on est passé d'une logique centralisée de définition des services de formation par rapport aux besoins des régions. Donc, on a procédé à développer une approche régionale. Donc, on a confié à la région de développer la carte des services par rapport vraiment à la réalité immédiate de la région. Donc, de tissu économique, des données démographiques, les données également en termes d'éducation, également en termes de développement régional, les plans de développement régionaux. Donc, tous ces éléments, ils sont maintenant détenus par la région, donc par la Direction régionale de la formation et de l'emploi. Et l'exercice, il s'opère entièrement sous l'égide de monsieur le gouverneur.
Donc, l'idée, c'est de rapprocher un peu le développement et la conception des services par rapport à la réalité immédiate de la région. Donc, ce qui a créé une nouvelle dynamique régionale via laquelle tous les partenaires, donc aussi bien les services publics, l'éducation, l'enseignement supérieur, le développement régional, et également les partenaires socio-économiques. Donc vraiment, c'était un exercice qu'on va continuer du moment qu'on a réussi à lui sortir un modèle par le fait de mobiliser une expertise par un bureau de la place, donc qui nous a développé un outil, c'est-à-dire un manuel de procédure qui permet à la région, au moment opportun, de déclencher une étude régionale pour vraiment mettre à jour le dispositif de formation. Donc, il reste que cette activité n'est pas décentralisée à 100%, elle est déconcentrée parce que également le ministère a encore la main parce qu'on ne doit pas également partir dans des services vraiment tout azimut. Donc, il y a lieu un peu de rationaliser, d'optimiser un peu les ressources parce que construire ou bien installer des plateformes, ce n'est pas aussi évident en termes de coûts. Donc, l'arbitrage au niveau de la centrale vraiment reste encore là pour un peu accommoder un peu les besoins, notamment par rapport aux zones, aux régions limitrophes, parce que vous savez très bien, la carte, elle est partout dans toutes les régions. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cet équilibre entre les parcours pour que les jeunes puissent avoir de la lisibilité sur ces services, sans pour autant vraiment faire cette déperdition, donc qui sera néfaste au niveau de l'investissement et même au niveau du suivi et au niveau du parcours de formation. Si vous permettez, je voudrais revenir sur l'approche par les compétences. Nous, en Tunisie, on a procédé à l'installer depuis les années 90. Donc, on a réussi vraiment à l'instaurer. Donc, cette approche, à mon sens, elle est synonyme de l'assurance qualité par laquelle on répond aux besoins de la société, on répond aux besoins des entreprises en termes de compétences. Donc, cette approche vraiment permet de mettre l'établissement, ou bien le dispositif de formation d'une manière proactive avec les besoins de l'entreprise via, comme vous le savez, la négociation sociale. Donc, on associe les professionnels depuis la définition des besoins jusqu'à la validation du répertoire des métiers de compétences qui sert aussi bien pour la définition des formations initiales, également pour la construction des parcours et de la carrière des salariés dans leur ascension professionnelle. Donc, cette approche-là, elle est également observée dans la définition des contenus. Donc, il y a tout un travail didactique pour transposer ces contenus en termes de compétences et d'activités professionnelles, en termes d'activités d'apprentissage et de formation, susceptibles de construire, de par le parcours, les compétences recherchées. Donc, à vrai dire, nous, donc les parcours, ils sont définis en termes de résultats d'apprentissage qui collent avec les besoins de l'entreprise qui sont définis au départ. Donc, ceci dit que cette démarche qui se veut adéquationniste, mais réellement, comme vous le savez, tout le dispositif de la formation, il est considéré comme une entreprise. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, facteurs techniques, physiques et humains. Donc, ce n'est pas aussi évident vraiment de retrouver au bout du parcours une compétence qui colle vraiment parfaitement à la formation telle que demandée et manifestée par l'entreprise. Et c'est pour cela que nous considérons que le recours aux différentes formes de développement de l'employabilité après la sortie du jeune, pour que vraiment le profil soit le plus proche au poste. Donc, il y a plusieurs mécanismes. Donc, nous, je cite que notre projet actuel avec l'IECD, c'est de développer l'employabilité des sortants de différents niveaux de qualification, aussi bien de la formation, donc les niveaux basiques et les qualifications intermédiaires, que les qualifications supérieures, pour rapprocher un peu le profil du jeune par rapport aux besoins de l'entreprise. Mais cette fois-ci, on va le faire d'une manière un peu différente par rapport au passé. C'est qu'on va impliquer cette fois-ci la société civile. Donc, cette fois-ci, c'est la première fois qu'on va instaurer un dispositif qui sont pilotés par la société civile, donc moyennant, bien entendu, l'expertise et le savoir-faire de l'IECD, pour
Amjed Mahmoud, on vous entend très mal. Alors, je ne veux pas vous couper la parole, mais on vous entend très mal. Je suis désolé. Est-ce que côté technique, on peut faire quelque chose ou... Amjed, Vous m'entendez maintenant? a priori, on a un problème de connexion avec vous, Amjed. Je suis désolé. On va revenir vers vous après. Peut-être que on va vous rappeler, ou je ne sais pas comment on peut procéder. On vous rappelle, on fera un complément par rapport à ce que vous souhaitiez dire. Côté technique, je pense qu'on va réussir à résoudre ce petit souci. On reviendra à Tunis dans quelques instants. Magali Sirerol, donc pour l'AFPA, donc vous êtes directrice régionale de l'ingénierie et de l'innovation. L'AFPA a un rôle ensemblier. C'est une autre façon d'appréhender les compétences. Ça vous permet de travailler avec les entreprises, avec les services publics de l'emploi et avec les individus. Est-ce que vous pouvez nous développer ce point-là? Alors oui, tout à fait. Alors l'AFPA, en tout cas en tant qu'EPIC, se voit confier des missions nationales de service public. Et dans ce cadre-là, notamment, on travaille sur 3 niveaux essentiels. On va travailler déjà au niveau de la maille territoire, sur de l'analyse, des diagnostics de territoire, du repérage de besoins. On va travailler au niveau de l'entreprise et avec l'entreprise pour affiner un besoin émergent de compétences, et on travaille au niveau de l'individu. Alors sur les territoires, ça se traduit comment? Ça se traduit par des analyses prospectives. Et la question à laquelle on essaye de répondre, c'est quels sont les besoins de compétences aujourd'hui, certes, mais quels pourraient être aussi les besoins de compétences de demain, en fonction des spécificités territoriales, puisque qu'on habite à Marseille, qu'on habite à Marrakech ou à Paris, inévitablement, il y a des impacts forts sur les caractéristiques des emplois et sur les besoins d'emploi. Après, au niveau de la maille entreprise, là, encore une fois, on a des entreprises qui parfois, dans leur évolution, envisagent ou en tout cas commencent à anticiper des vraies transitions professionnelles et des besoins d'évolution de compétences à l'interne. Et la vraie question qui se pose, c'est déjà comment est-ce que je vais, moi, en tant qu'entreprise, participer à créer des passerelles et à trouver des moyens soit d'accompagner des mobilités professionnelles par rapport à mes salariés. Donc ça, c'est un travail sur la gestion prévisionnelle des emplois, qui est aussi une entrée particulière, et on est là plutôt à la maille de l'entreprise. On peut aussi être à la maille des territoires, mais on est sur un autre volet. Avec les entreprises aussi, alors quand on combine l'entreprise et la maille nationale, on peut se retrouver dans des dispositifs qu'on a la chance de mener aussi dans le cadre des missions nationales de service public, qui sont par exemple les incubateurs. Un incubateur, c'est quoi? C'est un dispositif qui permet de travailler entre des besoins repérés au niveau souvent national, puisqu'il y a eu des recherches, de la recherche et développement qui a été faite en amont, dans le cadre justement des études prospectives. Et on se dit, tiens, là, il y a un secteur sur lequel il va se passer quelque chose. Et ce qui va se passer, ça va se traduire comment, en fait, en termes de compétences, et ça va se traduire comment en termes de besoins, et comment est-ce qu'on peut essayer d'anticiper le fait qu'il va falloir le couvrir. Et que souvent, dans cette démarche-là, il y a des phases qui sont très longues, et puis il y a des phases qui sont après en grande accélération, et il faut être prêt. Donc, à partir de la recherche et développement, on commence à créer avec les entreprises, puisque tout ça se fait avec la participation des entreprises. On travaille sur la définition du référentiel, des futurs métiers, du référentiel de compétences, et se décline après toute l'ingénierie. Alors là, on se retrouve sur le principe qui nous réunit tous ici quand on est sur une approche par compétences. On a des activités qui sont repérées. Ces activités, on les traduit en besoins de compétences. Une fois qu'on a ces référentiels, emploi, compétences, on peut les appeler de différentes manières. On va décliner toute une partie d'ingénierie, ce qu'on appelle l'ingénierie de formation, c'est-à-dire, OK, j'ai cette compétence. Maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour que dans la phase d'apprentissage, la compétence, elle soit acquise? Et ça, c'est les vraies questions qu'on se pose après en tant que pédagogue. Et je trouve que là, c'est pareil, quand on parle public jeune, et on y reviendra sur les témoignages, cette question-là, il faut se la poser aussi autrement en fonction des publics. Et avec les publics jeunes, la question de l'acquisition de la compétence, elle se pose pas forcément de la même manière qu'avec un salarié qui a l'habitude d'un ensemble de systèmes de contraintes. Donc, et l'incubation permet ça. Et c'est tout cet enjeu-là d'être aussi sur des métiers émergents et des métiers et des besoins qu'il va falloir couvrir. Donc, on a un exemple assez récent qui, d'ailleurs, il s'est passé par ici. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est intéressant. C'est l'ouvrier du génie écologique. En fait, c'est quoi l'ouvrier du génie écologique? C'est notre paysagiste qu'on connaît tous,
mais qui va finir et qui va devoir se poser d'autres questions aujourd'hui. Parce que être paysagiste il y a 20 ans et être paysagiste demain, par rapport à tous les enjeux qu'on peut avoir autour du développement durable, autour de la maîtrise de l'eau, autour de le métier bien sûr, le fond est le même, mais les compétences nécessaires pour pouvoir l'exercer en tenant compte des spécificités de territoire font que là, il y a eu besoin d'une incubation, d'un travail avec les entreprises, avec d'autres partenaires, avec les partenaires du service public de l'emploi et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des dispositifs particuliers sur l'incubation. Et après, la dernière maille sur laquelle on travaille, je céderai la parole, c'est la maille de l'individu, parce que l'individu est une histoire déjà, donc inévitablement, et même un jeune, il a déjà un parcours. Il a fait plein de choses dans sa vie. Et même s'il n'a pas encore travaillé, il a eu des interactions, il a eu des expériences culturelles, associatives, sportives, peu importe, j'ai envie de dire, mais on part tout le temps avec quelque chose. Et donc de travailler aussi sur l'analyse individuelle et la maîtrise des compétences individuelles, c'est ce triptyque en fait entre territoire, entreprise et individu qui va faire qu'on va réussir à construire un parcours, une orientation qui sera au rendez-vous de la réussite. Parce que l'ambition qu'on a tous quand on dit oui, il faut qu'on soit en adéquation entre des besoins d'entreprise, entre des individus. Cette quête, elle est là. Elle est sur cette combinatoire un petit peu d'ensemble qui fait que à la fin, il y a un parcours réussi. Alors justement, un petit éclairage au Liban peut-être, Eddy Nasr, sur le suivi d'orientation qui est important pour éviter le décrochage des jeunes. Le modèle n'est pas rigide du tout. On a donc sur les différents types de formations, donc sur les formations courtes de quelques mois, on a des personnes qui suivent ces participants, ces bénéficiaires à ces formations 6 mois après la formation pour qu'ils leur donnent aussi les outils, les soft skills, même pas seulement les formations techniques, et pour les aider à trouver un travail. Donc c'est à peu près 6 mois et on est là à peu près à 60% d'insertion positif après les formations et 10 à 15% à peu près d'autres participants qui continuent leur étude parce que les formations courtes sont un peu ciblent un peu les décrocheurs. Et là, c'est une bonne sortie positive. Et dans l'enseignement, dans les écoles, on a le dispositif de BOE, donc le Bureau d'orientation d'emploi, qui accueille les élèves tout d'abord dès leur première année pour les bien orienter vers la spécialisation ou la formation. Je donne un exemple, donc la formation de programmation qu'on a mis en place. Ils font un IQ test tout d'abord, les élèves, pour s'assurer qu'ils ont le bon niveau. Donc, s'ils ne réussissent pas ce petit IQ test, on l'oriente vers d'autres spécialités parce qu'on leur dise, vous n'allez pas bien réussir ou vous aurez avoir des difficultés pour réussir ça. Et vraiment, parce que il y a les titres parfois des spécialités qui trichent et qui ne donnent pas vraiment ce qu'on apprend. Et donc, dès qu'ils entrent dans la formation, ils sont suivis durant la première année parce qu'ils ont un stage entre la première année et la deuxième année en entreprise. Et entre la deuxième année et la troisième année aussi un autre stage. Donc là, ce bureau d'orientation ou d'emploi aide à trouver ces stages à ces élèves. Et en fin du compte, après 6 mois aussi qu'ils finissent leur troisième année, ils sont suivis pour qu'ils les aident à trouver un emploi ou donc soit s'ils veulent continuer leur études supérieures, mais la plus importante c'est l'emploi. Et donc et on a aussi une insertion très positive, à peu près de 70% de ces élèves qui trouvent directement un travail une fois qu'ils ont fini leur formation. Et là, ce dispositif est toujours en amélioration, etc. Maintenant, on est en digital, on a un site web vraiment dédié pour l'enseignement technique où les élèves peuvent, sur cette plateforme, trouver des emplois. Il n'y avait pas ça au Liban. Il y a toujours des sessions d'orientation, de formation, d'apprentissage personnel. Même cette plateforme les aide à faire écrire leur CV parce que il y avait donc s'il a un bon profil mais c'est pas écrire un CV, il sera pas admis dans un emploi. Il y a plusieurs outils qui aident à faire ça. Voilà.
Merci, Edina Nasr. On va donner la parole à deux exemples de dispositifs, des éclairages sur des décrocheurs, comme vous venez de le dire. D'abord, avec Bettina Plotin-Tinelli, vous êtes à l'AFPA chargée de mission sur un dispositif qui s'appelle Rebondir. Et là, on vise des étudiants qui ont un petit peu raté leur entrée en études supérieures. Hein, c'est comme ça qu'on le dit ? Oui, merci. Donc bonjour. Donc je prends la parole pour rebondir. Donc c'est un dispositif qui est financé par le plan d'investissement des compétences, un jeune, une solution, et qui consiste effectivement à proposer à des décrocheurs de première année de fac de sciences et fac d'éco-gestion, d'autres formats de qualification, hein, parce qu'on appelle décrocheurs vraiment cette spécificité où le jeune rejette une institution, rejette un format de formation, mais en aucun cas abandonne l'idée de cesser d'apprendre, abandonne l'idée de cesser de se qualifier. C'est juste l'institution, c'est juste le format qui ne lui convient pas. Donc, avec cette réflexion, l'AFPA a proposé ce projet à la DRETS, et il est monté et mis en œuvre avec Aix-Marseille Université, bien sûr, pour repérer effectivement ces étudiants qui sont à la recherche d'un format éducatif plus adapté. Alors, nous remarquons, puisque nous travaillons sur ce dispositif depuis janvier 2020 maintenant, nous remarquons plusieurs typologies de publics. Ce sont souvent des étudiants qui sont arrivés par défaut, après des vœux non validés sur Parcoursup, ou bien des jeunes qui avaient des représentations sur les études universitaires, partagées au niveau des parents et puis partagées au niveau sociétal. Là, je rejoins effectivement ce qui a été dit. Il y a un gros travail sur les représentations des études universitaires. Et donc, du coup, ils sont déçus. Parce que ça ne correspond pas du tout forcément à l'idée qu'il s'en était fait au démarrage. Et donc, ils recherchent des formations plus concrètes, moins théoriques, où ils sont plus dans l'action. Certains d'entre eux ont des difficultés de concentration, de maintenir une concentration pendant 7 heures durant sur des informations descendantes. D'autres manquent de méthode, tout simplement, d'autonomie. Ils ne sont pas encore prêts. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le seront pas plus tard, et ça ne veut surtout pas dire qu'ils n'ont pas d'autres atouts. Et donc nous travaillons avec ces jeunes à les identifier. C'est déjà tout un travail. Certains ont des phases de deuil comme ça, voilà. Ça ne marche pas à la fac, c'est compliqué pour moi. Et donc nous les identifions et nous les accompagnons vraiment au plus près, et nous les accompagnons de façon totalement personnalisée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement besoin des mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes parcours, ils ne viennent pas de mêmes endroits. Bref, on personnalise et on leur fait des propositions adaptées au rythme de chacun. Donc d'abord, ça veut dire rencontrer l'étudiant, le connaître. Vraiment, il y a un gros travail d'exploration de parcours. Un gros travail où on cherche à comprendre comment il fonctionne, justement, pour pouvoir lui adapter, pour pouvoir lui proposer des choses adaptées. Ensuite, il y a son évolution dans toute l'année, car on travaille dans la sécurisation, bien sûr. Tant qu'il a le statut étudiant, il peut percevoir la bourse d'études, il peut garder son logement au Crous. Donc, il y a ce gros travail aussi de, bien sûr, ne pas le mettre en danger. Et c'est là où Aix-Marseille aussi travaille très fortement à les maintenir effectivement dans, j'allais dire, un confort, mais ce n'est pas confortable d'être décrocheur de l'université. Simplement, ils ont un statut, c'est le statut étudiant, et ils peuvent rebondir sur d'autres formats et d'autres formations de l'éducation nationale. Donc voilà, on l'accompagne au plus près, on lui fait des propositions, et nous avons un focus, c'est de travailler sur ses compétences. Donc là, je rejoins effectivement. Travailler les représentations, c'est aussi lui montrer que non, il a fait plein de choses, il y a eu énormément d'interactions, effectivement, il s'est impliqué à certains moments, et donc révéler, effectivement, mettre en lumière, que ce soit face à lui, tout ce qu'il a comme compétences transversales, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur les compétences transversales à l'AFPA avec un outil qu'on a développé là-dessus, et qui permet de mettre en lumière, effectivement, sur des savoir-être, sur des savoir-faire, mais également sur des savoirs-devenir, parce que le jeune, on a le savoir-devenir aussi. Il se projette dans les 3 ans, il se projette dans les 5 ans, alors qu'il est dans la demande immédiate de solutions. Alors c'est parfois un peu paradoxal, et c'est un peu une gymnastique comme ça, mais en même temps, il est dans un système où il ne souhaite pas de contraintes, justement. Donc parfois, lui proposer du CDI, c'est parfois contre-productif. Il cherche effectivement des choses très adaptées à son système de valeurs, donc qui n'est pas forcément le nôtre.
Voilà. Pardon, donc c'est des étudiants qui s'ennuient sur les bancs de la fac, hein, en résumé, Alors, et qui vous sont oui. envoyés par Aix-Marseille Université, AMU, directement à l'AFPA. Alors non, nous travaillons bien sûr donc en binôme, hein, c'est vraiment un partenariat d'égalité. Donc il y a le SUIO qui est présent, qui reçoit et travaille le projet, et ensuite nous les accompagnons ensuite pour leur faire des propositions de formation plus adaptés. Voilà, ça peut passer par l'apprentissage, c'est des choses plus concrètes Absolument, pour eux. Oui. bien évidemment. Et là, il y a un gros travail de partenariat, de rencontre auprès des entreprises pour leur faire des propositions de souhaits, de métiers avec l'alternance, puisque comme ils ont du mal à se concentrer justement sur des études trop théoriques, bien sûr, les mettre en entreprise par le stage, par des immersions, etc. On est sur ce même schéma. Quelles filières sont les plus concernées à l'université par cette initiative? Alors, nous avons effectivement analysé tout ça, parce que c'est un projet expérimental. Donc, nous avons analysé effectivement que les filiales sont souvent portées par des représentations. Et là, c'est vraiment le cœur du sujet, les compétences versus représentation. On est vraiment sur des jeunes qui sortaient de première année de médecine, qui ne se sont pas, qui se sont heurtés aux difficultés, donc du coup qui ont basculé en fac de sciences. Nous avons aussi des jeunes, dont une jeune, qui peuvent avoir d'excellents résultats. Donc je pense principalement à Flavie qui a souhaité, elle, interrompre pour rentrer comme infirmière parce qu'elle avait un système de valeurs d'implication physique et humaine au plus près des patients. Donc nous avons aussi des jeunes qui se disent, le BTS très bien, la fac très bien, mais moi j'ai envie d'être mécano. Et donc qui repassent par le cap du CAP en alternance en mécanique. Nous avons plein d'exemples, effectivement, qui sortent vraiment de nous-mêmes, nos propres représentations, en fait. Merci Bettina, donc de l'AFPA Bettina Plotin-Tinelli. Votre collègue qui est à votre gauche, donc à droite du public, Guillaume Lacharne, vous nous faites un retour d'expérience sur la promo 16-18. C'est un dispositif de 13 semaines dont vous êtes responsable à Marseille. Il a été créé par l'AFPA il y a un peu plus d'un an et s'adresse aux jeunes décrocheurs, eux, de 16 à 18 ans. Exactement. Alors la promo 16-18, donc issue du plan Un jeune, une solution, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment un dispositif d'accompagnement qui vise la remobilisation et le travail du projet professionnel. On parle de compétences depuis tout à l'heure. On est clairement sur un dispositif qui est en amont de tout ça, vraiment de tout le discours qu'on a eu. On va aller chercher un jeune qui a quitté l'école assez tôt, et on va travailler avec lui les compétences comportementales, la motivation, la dynamique, et on va le faire surtout en essayant le plus possible de sortir du cadre que ce jeune connaît depuis très longtemps, en l'occurrence la scolarité, c'est-à-dire essayer de le faire par une pédagogie innovante et surtout de faire agir le jeune. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur la mise en action, et on le fait par plusieurs choses. Déjà, la pédagogie qu'on met en œuvre, où le jeune est actif en fait dans ses apprentissages. On essaie de le faire de façon ludique. On essaie de sortir du cadre descendant habituel, où le jeune est en face d'un professeur qui va donner son cours. Mais on le fait, c'est vraiment la mobilisation par l'action dans la mise en situation également. Il y a des ateliers métiers, on va pratiquer le métier, des gestes professionnels. Tout à fait. Alors, on a deux possibilités. Le mieux, quand on peut, c'est de le faire directement dans le cadre d'une entreprise. Si, avec le jeune, on a pu travailler tous ces savoir-être, ces savoirs comportementaux, pour pouvoir le mettre en entreprise. Mais on peut également, nous, au sein de l'AFPA, puisque c'est notre cœur de métier, placer ce jeune sur ce qu'on appelle, nous, nos plateaux techniques, c'est-à-dire plateaux de formation, où le jeune est avec un formateur pour découvrir un métier. Il va le faire, là, pour le coup, avec de la véritable mise en situation. Il y a une partie où on est vraiment dans les compétences, mais avant même les compétences. C'est-à-dire qu'on est aussi dans la resocialisation carrément du jeune qui a complètement décroché du système scolaire. Tout à fait. C'est vraiment... et là, encore, je reviens sur ce qu'a dit Magali, c'est-à-dire qu'avant même, les entreprises, avant même d'attendre des compétences techniques, veulent avant tout un jeune qui est en mesure d'être en situation d'apprentissage en entreprise et en situation de travail. On va vraiment retravailler tout ça avec le jeune. Et ça passe par la réappropriation de son propre parcours, la confiance en soi. C'est réexpliquer aux jeunes que il a pu quitter sa scolarité, mais que ce n'est pas nécessairement un échec, que c'est peut-être que ça n'a pas marché pour X ou Y raison, et que il faut juste repartir de l'avant, reprendre goût
aux apprentissages, se les réapproprier, voire même, et surtout dans le cadre d'un dispositif comme le nôtre, enfin celui qu'on porte, c'est vraiment reprendre plaisir aux apprentissages, avec toujours cet objectif d'avoir quelque chose derrière. On n'y arrivera pas forcément tout de suite du premier coup. On est sur un dispositif d'accompagnement somme toute assez court, 4 mois, mais qui porte ses fruits. Et voilà, de pouvoir être en situation par la suite. Nous, notre objectif, c'est le contrat d'apprentissage, l'emploi ou la formation. Maintenant, même une mise en situation, même une situation à l'issue de notre dispositif, c'est déjà une réussite, clairement. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu ce jeune. Il est au début de son parcours. On l'a lancé. Et voilà, après, il partira par la suite sur son parcours professionnel. Merci pour cet éclairage. Il y a le savoir-être qui est important, donc qu'avait évoqué Eddy Nasr tout à l'heure, qui est au cœur aussi de ses compétences. On retourne à Tunis. Je pense que la liaison refonctionne. Amjed Mahamoud. Oui, je vous entends. Alors, la technique vous avait interrompu, donc je vais vous laisser reprendre à l'endroit où vous étiez avec peut-être une question sur un éclairage de ces réussites que vous avez pu mener autour de ce travail sur les compétences. Au fait, la deuxième dimension qui doit développer l'approche par compétences, de par le fait de définir les besoins tels que manifestés par l'entreprise, il y a ce qu'on appelle le côté pédagogique. Donc, l'approche par les compétences également, ce sont des stratégies d'apprentissage que doit observer le formateur dans sa face-à-face pédagogique avec les apprenants pour qu'ils puissent être des acteurs de leur formation. Donc, il y a devant une autre posture. On n'est plus devant le jeune qui était dans le monde de l'école, c'est lui qui reçoit les connaissances, les savoirs. Maintenant, on doit changer un peu la donne de sorte que le jeune, on le dynamise pour être actif, avec plus de motivation pour développer ses croyances en soi et de pouvoir surmonter certaines problématiques en matière de formation et d'apprentissage. Donc, il y a plusieurs techniques là-dessus, donc par rapport à cette approche. Notamment, je cite la résolution de problèmes. C'est une technique très réussie de part que le jeune il est suscité à développer, à réseauter l'ensemble de ses savoirs, de ses connaissances, de son savoir-être pour être en mesure de débloquer une situation problématique. Donc ça va lui donner en quelque sorte des capacités en termes d'initiative, en termes d'autonomie et en termes d'adaptabilité. Parce que vous savez maintenant que ça fait un moment qu'en Tunisie, on a développé comme en Europe le cadre national de qualification, qui est un cadre qui ne se limite pas à définir un peu les métiers en termes des RMC, des répertoires des métiers de compétences, bien plus c'est de décortiquer des niveaux de qualification en termes de descripteurs. C'est une façon pour mieux apprendre ce qui est attendu en termes de profil quand le jeune sera en posture professionnelle pour pouvoir vraiment développer son agir professionnel dans son poste. Donc, l'approche, c'est à la fois la définition des besoins en concertation avec la profession, l'approche par les compétences également, c'est comment arriver à intégrer les compétences dans les esprits des jeunes pour qu'ils soient vraiment à la fin de leur parcours avec le maximum de bagages, le maximum de qualifications, ce qui va leur donner plus de chances à être recrutés, à être insérés dans le monde économique. Donc, vous voyez un peu la question, c'est que les compétences, comme je l'ai dit au départ, c'est une question qui est propre à l'entreprise parce que par la compétence, on produit la richesse. Donc, l'opérateur, il ajoute une plus-value dans son poste par rapport à toute la chaîne de valeur. Également, du côté du dispositif de la formation, donc c'est un parcours. Donc, il faut réussir vraiment cet exercice de manière très pédagogique et très didactique.
Et du côté du jeune, donc le jeune, quelque part, il doit être plus motivé pour vraiment appréhender ce que c'est une compétence, parce que c'est par la compétence qu'on construit notre avenir, qu'on peut orienter le jeune à construire son projet de vie et l'orienter carrément pour être un acteur euh, social et un acteur économique dans la société. Alors, Amjad Mahmoud, un exemple, on n'a pas très loin de nous, ici à Marseille, CMA-CGM, hein, qui a même un espace ici pour venir recruter. Quand il y a eu l'installation de CMA-CGM en Tunisie, comment ça s'est passé, les besoins de main-d'œuvre qualifiée importants qu'ils ont eu à ce moment-là? Comment vous avez articulé tout ce que vous avez mis autour de ces compétences entre les entreprises, les branches professionnelles et les représentants des salariés? En fait, je crois que l'exercice, il commence par le fait de dresser un peu le profil économique du secteur. Donc nous, comme chez vous en France, donc on traite avec les branches professionnelles, avec les fédérations. Donc la fédération, par définition, c'est un ensemble d'acteurs économiques homogènes en termes d'activité, en termes d'implantation, et même en quelque sorte hétérogène au niveau des besoins en termes de compétences. Donc cela passe par une étude sectorielle et sur laquelle vraiment on fait le zoom sur les besoins en termes de qualification. Donc ces qualifications, comme elles peuvent se cristalliser en termes de formation initiale, donc ça, ce sont des formations par rapport, s'agit-il d'un CAP, d'un BTP ou bien un BTS, comme il peut vraiment se dégager sur un besoin de formation continue. Donc, et là, on est face à une intervention de développement des compétences des salariés pour qu'ils puissent vraiment être à jour par rapport aux procédés techniques, aux nouvelles techniques de production, aux nouvelles procédés de production, voilà. De logistique, oui. Et également, ça pourrait, bon, c'est pas une chose qui se fait d'une manière immédiate, parce que chez nous actuellement, on est sur une possibilité de définir certains mécanismes de recrutement, c'est-à-dire je parle des programmes d'emploi. Peut-être que ça va se dégager sur une particularité par rapport à un secteur pour qu'on puisse définir des programmes adaptés au secteur. Parce qu'actuellement, on est sur des programmes qui sont génériques, qui sont applicables sur l'ensemble des secteurs. Mais par exemple, je prends l'exemple du secteur textile, il a ses particularités. Donc là, on est sur le point de penser comment peut-on doter le secteur par des mécanismes un peu particuliers d'insertion professionnelle. Eddy Nasr, du côté du Liban, alors vous, ça fait plus de 10 ans hein, que vous avez mis en place cette approche par les compétences. Des exemples de réussite autour de ces approches? Oui, c'est vrai. Donc, la première filière mise en place, c'était la filière électrotechnique en 2010. On a eu la filière de maintenance, des métiers de la maintenance en 2017 et la programmation, développement informatique en 2019. Donc, depuis 2010, on a dans la filière d'électrotechnique plus que 2200 diplômés. Donc, ces 2200 diplômés, au moins 80% ont directement trouvé un travail. Parce que quand on a fait cette filière, il y avait au Liban la spécialité d'électricité, qui le référentiel a été fait dans les années 90, début 90, et jamais mis à jour. Et là, cette spécialité ou ce référentiel qui a été mis en place en 2010 vraiment répondait aux besoins du marché. Et là, ça attirait les élèves, ça leur donnait plus de motivation de suivre cette formation. Je voulais dire une chose, que si on fait seulement la formation pour faire la formation, même si elle est par l'approche par compétence, ça ne va pas aboutir. Donc la formation expérience réussite, c'est parce que la formation sert l'employabilité. Et quand on pense à l'employabilité, tout l'esprit de travail, toute l'approche change. Parce qu'on vise améliorer cette employabilité. Je donne un exemple très concret. Donc, une entreprise d'imprimerie aujourd'hui a fait
un MOU avec une école où on a la spécialité de métier de maintenance, en disant qu'elle va embaucher tous les élèves en stage, puis en formation, puis en emploi, parce qu'ils ont vu le niveau, parce qu'ils ont vu l'attitude de ces élèves. En programmation, on attend, aujourd'hui on a la première promotion qui finit en 2022, mais déjà plusieurs élèves ont déjà trouvé un travail. Et donc, même une expérience réussite particulière, le premier en électrotechnique dans les examens officiels en 2021, là récemment, et aujourd'hui en France, il continue ses études. Et on a fait un contact avec lui. Et là, il a résolu des problèmes dans l'entreprise où il travaille en alternance que c'était jamais résolu. Donc, on a un bon niveau de formation qui nous donne espoir et qui nous donne toujours de la motivation de continuer à développer ces formations et trouver d'autres formations vraiment qui attirent les jeunes et en même temps qui sont besoin au Liban. Merci Eddy Nasr, donc de l'IECD au Liban. De votre côté, Magali Sirol, directrice d'ingénierie à l'AFPA, ingénierie et innovation à l'AFPA. Pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a un côté euphorisant quand vous créez des nouveaux diplômes. Hein, par exemple, vous avez parlé d'ouvriers génie écologique. Est-ce que vous avez d'autres résultats qui peuvent être évoqués et éclairants sur ces compétences ? Alors sur le travail de la compétence et de l'acquisition de la compétence, oui, plein. Je rebondis quand même sur les propos, puisque c'est vrai qu'entre un taux de réussite au diplôme, c'est une chose, hein, et le taux d'insertion en est une autre. Et quand on travaille, en tout cas sur le champ de la formation professionnelle, ce qui fait la réussite d'un parcours, c'est l'insertion de l'individu dans l'emploi. Nous, on a des taux d'insertion à peu près aux alentours de 70%, tout titre confondu. Hein. Sur certains, du coup, c'est beaucoup plus haut. Sur d'autres, ça peut être un petit peu plus bas. C'est une moyenne. Alors qu'on a des taux de réussite au titre qui sont plus élevés. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose d'important parce que, en fait, les opérateurs qui travaillent sur la question de la formation professionnelle, leur sujet, c'est l'insertion durable dans l'emploi. Donc là-dessus, vraiment, j'adhère. Oui, sinon, sur d'autres réussites, en tout cas, quand on parle d'analyse prospective, des fois, on peut se dire, mais à quoi ça sert et est-ce que ça sert tout le temps ? Sur le territoire, par exemple, il y a eu une étude qui a été faite sur le territoire Gapençais, puisque c'est un territoire qui est soumis à la saisonnalité. Il y en a d'autres, hein. Mais c'est vrai qu'à partir d'une analyse prospective, en fait, on peut accompagner des parcours d'individus qui se sont inscrits dans la saisonnalité. Donc, ce n'est pas atypique pour eux, c'est un mode de vie. Et donc, par l'analyse un petit peu qui avait pu être faite sur les territoires, ont été repérés différents emplois et ont été construites différentes formations qui permettent de travailler effectivement en saison hivernale, puisque là, c'est plutôt une période autour de toute l'activité du ski et ainsi de suite, et d'avoir un autre emploi, et du coup de rebasculer dans un autre emploi pendant la période estivale. Et ça, c'est aussi des vrais sujets de territoire et d'analyse de territoire, de besoins spécifiques, et c'est une vraie réussite parce que ça débouche sur des formations très différentes, hein. Métiers du sport, cuisine, hôtellerie, et en fait, on a des combinatoires comme ça qui se mettent en place et qui sont permis parce qu'à un moment donné, quand même, elles sont posées et elles sont travaillées du point de vue de l'ingénierie. Un exemple de réussite dans les Alpes du Sud, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le territoire Gapençais ou qui viennent d'autres pays. Également, même question pour Bettina Plotin-Tinelli, oui. sur donc le parcours Rebondir. Oui, effectivement, nous avons effectivement un beau taux de réussite. Alors nous, notre taux de réussite, il se calcule en nombre d'étudiants qui ont décroché malgré tout. Et donc, effectivement, nous, c'est notre terreur, c'est qu'ils abandonnent aussi le dispositif et qu'on ne les retrouve plus. Et là-dessus, nous sommes relativement satisfaits puisqu'on arrive à 80% d'étudiants qui soit font le choix effectivement du BTS, parviennent à intégrer des BTS ou des CAP ou des bacs pro, avec un joli taux évidemment en apprentissage, avec les partenaires et les CFA. Et nous avons aussi de toute façon les 20% restants, c'est qu'ils sont restés dans le circuit fac, soit parce qu'ils ont fait le choix de se donner une année de plus en redoublant leur première année, soit parce qu'ils ont, malgré le fait qu'ils ne le pensaient pas, réussi leur examen puisqu'ils sont maintenus en cours et passent en L2. Donc effectivement, nous sommes très satisfaits parce que quoi qu'il en soit, ces jeunes seraient peut-être partis et finalement, ils poursuivent, ils se qualifient, ils sont toujours là. Voilà. Merci. Même question pour le dispositif, la promo 16-18, hein, ces décrocheurs. Pour rappel, parce qu'en France, maintenant, obligation d'école jusqu'à 16 ans, mais obligation de formation jusqu'à 18 ans. Donc c'est là que s'insère le dispositif, la promo 16-18. Tout à fait. Alors,
plutôt que de donner des chiffres qui ne sont pas nécessairement parlants, je vais évoquer 2 situations. Je trouve ça plus éloquent. D'abord Nesrine, une jeune qui nous a rejoint il y a quelques mois, qui était déscolarisée depuis plus d'1 an, sans projet professionnel, qui ne savait pas trop quoi faire, et surtout qui avait perdu complètement confiance en elle, c'est-à-dire se disait incapable de rien faire. Voilà. On a travaillé avec elle justement sur l'image qu'elle avait d'elle-même, sur sa confiance en elle, et on a travaillé un projet. Donc elle a pu valider un projet dans la vente. Et avant même la sortie, c'est-à-dire avant même d'avoir fait l'accompagnement jusqu'au bout, elle a postulé pour un contrat d'apprentissage dans une grande marque de vente de chaussures. Enfin, voilà, une grande enseigne de chaussures qui l'a prise dans le contrat d'apprentissage en bac pro. Voilà. Ça veut dire qu'avec elle, vous aviez retravaillé le savoir-être. Tout à fait. Après, on a travaillé le savoir-faire. Et il y a toute une resocialisation. C'est ça, et c'est là que ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire Nesrine n'avait aucune compétence technique. Voilà, elle a juste travaillé sa posture, sa façon de se présenter, quelques outils de technique de recherche d'emploi, et ça a marché. Voilà. La deuxième situation, et pour montrer que les parcours ne sont pas forcément linéaires, c'est le parcours de Christophe. Alors, Christophe, beaucoup de problématiques, on va dire, personnelles, une très grande timidité, beaucoup de difficultés à aller vers l'autre. On a essentiellement travaillé là-dessus au cours des 4 mois d'accompagnement. Il avait pour projet de devenir développeur web. Là encore, l'utilité de la mise en action, c'est qu'on a pu le mettre sur un plateau de développeur web, et il s'est rendu compte que pas du tout. En fait, non, ça c'est pas du tout ce que j'imaginais. Et il est toujours dans la démarche de trouver un projet professionnel. Mais en attendant, puisque le but c'est toujours d'être dans l'action, il a pu avoir une première expérience professionnelle au sein de la mairie de Marseille comme vacataire sur un contrat de 4 mois. Voilà. Merci pour ces éclairages. Oui, on va ouvrir les questions de la salle. On a encore quelques minutes ensemble, et c'est prévu. Voilà, donc vous serez la première à nous poser la question. Je ne sais pas comment ça s'organise, si c'est mademoiselle qui fait passer le micro ou ce qui est prévu. Oui, on va confier un premier micro à madame qui est au premier rang, si vous permettez, qui veut entamer la discussion donc avec nos invités, avec tous les participants à cette table ronde. Edine Nasr, donc, de l'IECD du Liban, Amjed Hamoud, qui est depuis Tunis, qui est toujours en liaison avec nous, Magali Sirorol, directrice de l'ingénierie et de l'innovation à l'AFPA, également Guillaume Lacharme pour la promo 16-18 et Bettina Plotin-Tinelli, en charge du projet Rebondir à l'AFPA. Donc, madame, si vous voulez, mademoiselle, lui confier le micro, si vous pouvez vous lever, vous présenter. Merci, madame. Oui, bonjour et merci beaucoup. Je m'appelle Marie-Hélène Marquez. Je suis d'une association des quartiers nord qui s'appelle Sheba, Maison de la Femme, dans la Bussérine. Peut-être ça vous dit quelque chose, Pampan. Hein. Voilà. C'est un quartier défavorisé de Marseille. Et je n'ai pas entendu parler des territoires ou des travails sur territoire. Et ça m'intéresse. Parce que, disons, il y a un manque à mes yeux, dans les groupes chez nous, des références autres que celles de quartier. D'accord ? Et la démarche individuelle me semble extraordinaire, fantastique, appuyée. Et dans tous les exemples que vous avez donnés, effectivement, l'individu, il y est. Et je vous félicite. Mais j'aimerais bien avoir les groupes aussi, et éventuellement les territoires. Est-ce que je pourrais éventuellement vous solliciter ? Bien sûr. Bien sûr, hein, il y a des dispositifs qui existent, qui sont expérimentaux pour certains, plus stabilisés pour d'autres, hein, comme Agir dans les quartiers. Et là, pour le coup, on est sur des dispositifs qui répondent vraiment à des besoins de territoire avec des présences. Alors, je trouve que ce serait intéressant de céder la parole, mais. Alors.
à Khadija, qui travaille justement sur agir dans les quartiers. Je trouve que ça répond vraiment à votre interrogation et à la manière de fonctionner sur cette présence territoriale. Je vous remercie. Oui, en effet, je l'ai présenté rapidement en séance introductive hier. Nous avons justement des présences dans des quartiers, notamment vers la Busserine aussi. On a des collègues, on a Lima Corven qui intervient justement. C'est vraiment à Bassens, oui. À Bassens, effectivement, qui intervient vraiment justement vers ces gens-là, ces jeunes-là, parce qu'on sait que ces jeunes restent un petit peu enfermés dans leur quartier, et ça s'appelle vraiment une intervention, un accompagnement hors les murs. Donc on présente, on vient, on apporte, en fait sous forme de permanence, les jeunes viennent directement, sans rendez-vous, on les accompagne aussi bien à travailler une lettre de motivation, des techniques de recherche d'emploi, etc. Donc effectivement, moi je suis intervenue quelque temps, ma collègue intervient et puis ça se développe. On vous donnera éventuellement bien sûr nos rayonnages d'intervention. Effectivement, ces jeunes-là, on sait qu'ils ont une représentation souvent très fermée parce qu'ils ne sortent pas de leur quartier. Je disais hier, j'ai cité un témoignage d'une jeune, Sarah, pour qui elle, c'était une évidence de devenir femme de ménage. Alors, je ne dénigre pas les femmes de ménage, je connais autour de moi beaucoup, mais pour elle, c'était une évidence parce que elle ne connaissait que, par son entourage de quartier, que des gens qui travaillent dans le ménage. Donc, on a travaillé avec elle, justement, hors les murs, en allant vers elle, sur sa confiance en soi, sur ses potentialités, et elle a fait autre chose. Elle a fait autre chose, justement, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait d'autres possibilités et qu'elle était capable de faire autre chose. Donc je pense que ça, agir dans les quartiers, ça pourrait être un dispositif qui pourrait vous intéresser. Tout à fait. Voilà, une mise en relation. Oui, madame. Alors, je suis Fatma de la Tunisie, docteur en matériaux environnement et enseignante universitaire en génie mécanique. Je vous remercie pour cette table ronde qui est très intéressante. En fait, je vais vous présenter juste ce que j'ai remarqué en Tunisie, puis je vais poser une question. En fait, j'ai travaillé à Sfax, Monastir, et actuellement, je suis à Gafsa. Ce que j'ai remarqué, ce que vous venez de résumer, c'est qu'il y a un système éducatif qui n'est pas adéquat avec les besoins du marché. Voilà. Il n'a pas une intégration des étudiants, je ne vais pas répéter, sauf que j'ai essayé à Gafsa que les étudiants veulent toujours travailler dans le groupe chimique. Dans la société CPG, c'est le groupe chimique. Alors qu'il y a des terrains pour les palmiers. Et enfin, on a pu travailler avec le recteur et l'université parce que j'ai décidé là, à Gafsa, que je vais participer aux élections de l'université pour avoir la possibilité de concrétiser ces idées. Et enfin, maintenant, le projet il est dans le ministère de l'Enseignement afin d'impliquer un institut d'agriculture pour les palmiers. La question que je vais... C'est difficile. Ça a pris 5 ans. Et on n'a pas encore eu la décision finale. Comment on pourra? Parce qu'il y a ce que j'ai compris, il y a 3 axes. L'arrêt de territoire, l'entreprise et la personnalité, l'individu, et bien sûr l'université qui va... Il y a tout l'écosystème, vous avez raison. Voilà. Comment on pourra réussir d'associer ces 4 axes afin de réussir rapidement un tel projet? Parce que j'ai trouvé beaucoup de difficultés avec la GAFSA elle-même, avec l'université et avec le ministère. Alors, on va donner la parole à Magali Sirorol. Après, on ira retrouver Amjed Mahmoud à Tunis.
Oui, alors effectivement, de toute façon, le sujet est tellement vaste que le système fait qu'il y a plein de sujets dans votre question. Parce qu'il y a la question de l'écosystème local. Est-ce que cet écosystème va être porteur? Est-ce qu'effectivement, ce besoin autour de l'agriculture est reconnu de tous? Est-ce que, du coup, il est porté? Parce qu'un système éducatif embarque, comme on le disait tout à l'heure, embarque tout un fonctionnement gouvernemental, un fonctionnement des services publics, embarque aussi les entreprises et le monde de l'entreprise, et là, le système éducatif. Donc, ça ne peut que très rarement, c'est pour pas dire jamais, que je dis très rarement, parce qu'on va l'éviter celui-là, mais se faire comme ça de manière spontanée et ne pas s'inscrire au moins dans du moyen terme. Donc, ce que vous vivez, je pense que c'est normal quand on veut installer une nouvelle filière en réponse à un besoin de territoire. Inévitablement, s'inscrit au moins sur du moyen terme. Et quand on est à 4 ans, sur le champ de la formation et la transformation d'une proposition de formation sur un territoire, on n'est pas encore sur du long terme. Donc il faut continuer, en fait. Moi, je confirme cela. La formation, ce n'est pas dans quelques mois qu'elle se met en place. Et donc, ça prend peut-être 1, 2, 3, 4, 5 années selon la situation du pays, parce qu'il y a toutes les choses là, donc l'État, l'université, les entreprises et tout ça, ça prend du temps. Et quand on crée quelque chose de nouveau, c'est parfois difficile aussi de convaincre l'autre pourquoi on veut faire ça. Donc, spécialement si l'impact n'est pas rapide. Et malheureusement, pas malheureusement, mais toute chose en enseignement, en éducation, c'est un impact moyen terme, voire long terme. Et là, c'est le défi qu'on a de mettre en place cette formation. Donc, la construction de cette formation, c'est un des plus grands défis. Donc, une fois elle est mise en place, ça facilite les choses. Mais 4-5 ans, vous êtes dans la moyenne, je crois. Mais il ne faut pas, comment dire, désespérer. Il faut... Justement, Amjad Mahmoud, vous êtes avec nous depuis Tunis. Vous avez entendu la question de Fatma? Oui, j'ai bien entendu la question. En fait, c'est une problématique qui pratiquement illustre bien un peu le décalage entre les offres qu'offre ou bien les potentialités de la région par rapport aux offres aussi bien de la formation, bien de l'enseignement supérieur. Bon, GAFSA, c'est une zone un peu dans le sud, elle est connue par la production du phosphate. Donc, le CPG, cette compagnie-là, elle est tout le temps, elle emploie pratiquement la majorité des jeunes de la région. Donc, oui, tout à fait, il y a lieu de changer un peu cette zone-là par le fait d'offrir d'autres services, notamment que la région de GAFSA regorge pas mal de terrains, que ce soit de palmiers ou bien des terrains susceptibles d'être exploités pour la production agricole. Moi, de mon côté, je vais voir du côté du ministère de l'Agriculture avec mon collègue là, parce qu'on a un réseau des centres qui est spécialisé dans la vulgarisation et la formation agricole. Je crois qu'il est opportun d'étudier la possibilité d'amorcer une étude carrément pour pouvoir vraiment installer un centre ou bien des plateformes orientées vers tout ce qui est agricole et tout ce qui est vraiment les produits dérivés. Donc voilà, donc on est pratiquement dans cette logique. On sait très bien que les machines, entre guillemets, de développement de ressources humaines, ils sont un peu lourdes par rapport à l'écoute du besoin de l'environnement immédiat. Mais je crois que par le fait de essayer un peu la voie, comme l'a fait, et de persévérer, pour que vraiment on arrive un peu à redresser la situation et concilier les jeunes avec leur environnement immédiat. Voilà. Merci. Encourageant cette table ronde pour le développement de nouvelles filières en Tunisie, pour des nouveaux métiers en France. Il y avait aussi une intervention donc, dans la salle d'Alain Maï, directeur régional de l'AFPA. Oui. Alors, en fait, c'est pas une intervention parce que les choses ont été dites, mais une question vers nos collègues représentants ici le Liban et monsieur depuis la Tunisie, qui était autour des transitions professionnelles. Parce que je crois que on a parfaitement bien décrit l'enjeu des compétences et la capacité à donner à un moment donné à quelqu'un
les compétences dans toutes leurs dimensions dont il a besoin pour son projet et pour son emploi. Mais on sait que de plus en plus, l'enjeu est celui de donner et d'accompagner la capacité à changer de métier, d'orientation, de situation. On a tous vécu avec la crise sanitaire mondiale, le fait que des secteurs entiers d'activité se sont trouvés percutés et ont dû voir leurs salariés changer d'activité. Donc la question, c'est comment est-ce que cette dynamique professionnelle qui doit accompagner tout au long de la carrière les personnes, qui fait d'ailleurs qu'un jeune en difficulté dans le système scolaire aujourd'hui ne sera pas peut-être le moins habile à évoluer tout au long de sa carrière par rapport à des super diplômés d'aujourd'hui qui resteront fixés dans leur super expertise toute leur vie. Celui qui part avec moins sera peut-être plus habile et plus adroit pour changer au bon moment et finalement accomplir son destin et son évolution professionnelle. Donc, ça, c'est la question de comment est-ce qu'au Liban, en Tunisie, on accompagne tout au long de la vie professionnelle la capacité à changer de métier, à se réorienter. Très belle question. Donc, juste pour mettre dans le contexte, depuis 2019, donc même avant la crise Covid, disons, parce que les confinements ont commencé en février ou mars, depuis l'année 2019-2020 et la révolution et la crise économique qui a touché le Liban, donc depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a seulement 16 semaines d'enseignement en présentiel au Liban, sur 3 années. Et normalement, une année académique, c'est 30 semaines. Donc, on est à moitié, une demi-année sur 3 ans. Et là, ce n'est pas la faute, malheureusement, de ces jeunes. Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il y a une grève d'enseignants, grande grève d'enseignants au Liban, vu la dévalorisation des salaires, etc. Et donc, il fallait s'adapter déjà au niveau académique tout d'abord. Donc, là, on a mis des formations de rattrapage, on les appelle des bootcamps spécifiques sur un sujet très spécifique de 30, 40, 50 heures de formation selon le besoin. On va vers le marché du travail. On crée de nouveaux profils, même s'ils ne sont pas, disons, certifiés 100% par l'État, mais là, on s'adapte vraiment sur la situation. Et parfois, dans les spécialités qu'on a, on déjà créé des profils qui ne sont pas 100% liés, mais on fait cette formation qui va ouvrir plus de chances dans d'autres secteurs liés peut-être à ces formations, mais ça donne plus de probabilité de trouver ces emplois. Et là, ce qu'on fait, on s'adapte vraiment à la situation. Malheureusement, chaque jour, c'est une nouvelle situation au Liban. Vraiment. Donc, on ne peut même pas planifier pour un an. On ne sait pas dans un an où sera le pays. Donc, on fait pas à pas. On est vraiment sur le terrain et pour mieux comprendre la situation. Parce que si on est derrière un bureau, et machin, on peut créer le meilleur référentiel, tout ça, mais s'il n'est pas adapté vers les besoins du terrain, on ne pourra pas le comprendre. Et une formation qu'on va faire au nord, c'est pas la même chose même si elle ne va pas être donnée de la même façon au sud ou dans la région de la Bekaa ou à Beyrouth, parce que vraiment les besoins et la situation est complètement différente. Et ça, cette adaptation nous permet à donner ces outils à ces étudiants de pouvoir pas changer de travail, mais trouver un alternative de travail. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Même question pour vous, Amjed Hamoud, à Tunis. On vous entend il pas. A posé 2 questions. Oui. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, oui. En fait, il a posé 2 questions. C'est pour 2 populations différentes. La population des salariés, donc, auxquels on a défini, comme chez vous en France, des mécanismes de formation continue, que ce soit pour une ascension professionnelle vers d'autres étages supérieurs, ou bien pour une mobilité vers d'autres métiers connexes. Donc ça, c'est une mobilité verticale et horizontale, donc, qui repose sur la volonté et la motivation du salarié à changer et à monter dans son parcours professionnel et de développer davantage sa carrière. La deuxième transition, c'est pour les jeunes qui fraîchement sortis de système de formation ou bien d'enseignement supérieur et l'insertion dans le monde économique. Je crois que c'est vrai, c'est une problématique d'adéquation.
Nous, actuellement, en Tunisie, on a développé, c'est récent ça, hein, on a développé des parcours de courte durée qui sont dédiés aux diplômés. Donc ça, les courtes durées, c'est pas pour les sortants des systèmes scolaires, c'est beaucoup plus pour les adultes, pour qu'ils puissent vraiment découvrir leurs talents dans d'autres métiers sur la base des besoins qui sont manifestés par eux-mêmes. Donc ces formations, ils sont de courte durée. Ils sont reconnus, c'est pas dans la grille des conventions collectives, mais reconnus pour que le détenteur de cette formation ait la possibilité d'être financé ou bien de décrocher un prêt auprès des banques de la place. Donc ça, c'est une flexibilité qu'on a offerte à ces jeunes. D'autant plus, il y a ce qu'on appelle l'école ouverte aux salariés. Donc, ce sont des écoles qui sont dédiées aux salariés, dans lesquelles ils poursuivent des cycles de 2 ans, d'une année et demie, pour décrocher une qualification supérieure, c'est-à-dire académique. Et comme ça, on pourrait même, en partie même, concrétiser le fameux slogan, la formation tout au long de la vie. Juste pour finir, si vous permettez, je crois que maintenant, tout le temps, depuis deux décennies, on n'a pas cessé de marteler sur la société de connaissances. Maintenant, je crois qu'il est plus pertinent de parler d'une société de compétences. Parce que la connaissance, ce n'est pas une fin en soi. La connaissance, c'est un moyen pour qu'on puisse vraiment développer nos compétences. Donc, moi, j'exhorte à ce que le concept soit beaucoup plus sur la compétence et on le définit de manière qu'il soit la société de compétences plus qu'une société de connaissances. Merci. Merci, Amjed Hamoud. Est-ce qu'il y a encore une question peut-être dans la salle? Oui, monsieur. Voilà, on va vous passer le micro, monsieur. Merci, bonjour tout le monde. C'est Hamma Souvi de la Mauritanie. Je remercie vraiment nos chers collègues pour les différentes expériences. Mais j'ai raté juste le début, puisque je suis venu peut-être après juste les départs de la discussion. Mais il y a un point qui est très important, c'est celui de quels sont les mécanismes qui permettent à ces jeunes-là donc d'en bénéficier de tous ces programmes. Comment on les identifie? C'est parce que c'est très important. Avec ma petite expérience de la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, je sais que aussi mon collègue du Liban, il vit dans la même situation. La plupart de ces jeunes, généralement, ils n'ont pas la chance d'être dans les plateformes qui les permettent de s'enregistrer. D'autres n'ont pas les moyens de se connecter à des plateformes pareilles. Et donc, c'est important donc, de permettre à ces jeunes-là, donc, les donner l'occasion et aussi, si vous voulez, la voie sur laquelle ils peuvent adhérer directement à ces programmes magnifiques. Et je pense que ce qui m'intéresse dans ma question, c'est les mécanismes d'identification de ces jeunes qui les permettent à faire accès, en sachant que dans nos pays, il y a énormément par rapport en France de ces cas de jeunes, malheureusement, qui vivent dans ces situations. Je vous remercie. Déjà, peut-être, puisque vous vous adressiez à lui et Eddy Nasr. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'élargir vraiment notre présence dans tout le pays. Et c'est pour cela que je dis qu'on a aujourd'hui 16 écoles partenaires réparties sur tout le territoire libanais, où ces élèves peuvent facilement s'enregistrer dans ces écoles et suivre les formations. Mais comment aussi on aide les élèves à connaître qu'il y a ces formations-là dans ces régions? C'est par ce dispositif de bureau d'orientation ou d'emploi où on accueille les élèves quand ils viennent à l'école, mais on va chez la communauté et on fait cette orientation. Donc ça, c'est pour les formations diplômantes. Et pour les formations courtes ou qui ciblent plus les personnes en décrochage qui ne suivent pas aucune formation, on a, je ne sais pas le mot en français, mais on a des outreach officers. Donc ces personnes aussi font ce rôle où ils lancent ces appels de formation dans les régions. Et aussi, on n'est pas seulement dans une région, on est dans toute... Pardon?
ils sont des personnes relais, c'est vrai, et c'est dans tous les territoires du Libanais, et on fait les formations pour leur donner plus la chance d'arriver à ces formations. Donc, si une personne habite dans le sud, il va suivre la formation, disons, d'électricité qui est dans le sud, pour réduire le coût de transport et tout ça. Et même, on essaie d'aider ces bénéficiaires à arriver à ces formations en leur donnant le coût de transport, non pas seulement pour les motiver, mais pour faciliter leur présence et qu'ils ne décrochent pas même pas cette formation à mi-chemin parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers à continuer. Même question pour un représentant de l'AFPA. Oui, alors, la question se pose quand même aussi chez nous, malgré un système qui est beaucoup plus structuré. C'est vrai que le service public de l'emploi, tout le système autour de la prescription permet déjà de capter un ensemble de publics. Par contre, nous aussi, malgré tout cet écosystème-là, on se pose la question de la captation de ces publics, en tout cas de tous ceux qui ne sont pas dans ces réseaux-là. Et par exemple, donc on met en place des actions dans les quartiers, on développe des partenariats. Actuellement, l'AFPA travaille sur un concept de tiers-lieu de l'insertion et de la formation et développe des partenariats avec tous les acteurs locaux. Là, c'est vraiment des entrées locales parce qu'on a besoin de relais aussi pour promouvoir ces dispositifs. Donc, c'est les associations de quartier, c'est les associations sportives. C'est vraiment une autre manière, parce que c'est vrai que la question qui se pose et qu'il faut tout le temps qu'on se pose, et je comprends que vous la posiez, c'est et tous ceux qui restent et qui sont restés là et qui ne peuvent pas bénéficier de ces dispositifs qui pourtant répondent à un vrai besoin. Donc, mais même nous, dans un système et dans un écosystème plus structuré, on va dire, on éprouve le besoin déjà de se réinventer, de travailler beaucoup plus en partenariat avec les partenaires locaux. On l'a vu tout à l'heure avec la question de madame. On va aller à Tunis pour la dernière fois. Amchem Mahmoud, vous êtes avec nous. Ça sera le mot de la fin aussi, la réponse à la question. Oui, au fait, il a posé la bonne question, parce que ça renvoie à la bonne problématique. Vous savez, en Tunisie, contrairement à vous, bien que vous êtes bien structuré, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue Magali, c'est qu'en Tunisie, malheureusement, je crois que c'est pareil dans les autres pays africains, c'est que quand le jeune quitte sa scolarité, il n'est pas assisté en termes d'orientation vers les filières de la formation professionnelle. En Tunisie, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. C'est que le jeune, il s'adresse tout seul. Il frappe tout seul la porte d'établissements de formation professionnelle. Donc, l'absence d'une orientation depuis l'enceinte scolaire pose un grand problème sociétal, économique, et cause une grande déperdition du capital humain. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment profiter de nos ressources humaines pour vraiment les inscrire dans des trajectoires susceptibles de les assurer leur intégration économique, sociale. Et je crois que cette absence de cette fonction d'articulation entre le système d'enseignement et la formation professionnelle, il est l'origine de toutes les problématiques. Nous, en Tunisie, actuellement, on est sur cette problématique. Certes, on n'a pas vraiment saisi assez bien la question, mais on est dans cette voie, de sorte qu'on crée cette articulation en termes d'orientation au dialogue ou bien d'orientation de contrainte, c'est-à-dire qu'on doit fournir depuis l'enceinte de l'établissement les services qui sont offerts, les possibilités, les filières, les niveaux. Parce que, comme vous le savez, tout le monde, l'inscription dans une filière de formation, elle est basée sur un acquis scolaire, c'est-à-dire sur un niveau de scolarité pour que le jeune puisse comprendre ce que c'est une technique, ce que c'est des cours par rapport à l'acquisition des qualifications et par rapport à l'acquisition des compétences. Donc, je crois que, pour répondre à mon collègue de Mauritanie, il faut vraiment bien penser cette fonction et il faut qu'elle soit également étayée par une politique publique de gestion de flux pour qu'on puisse profiter et de planifier d'une manière stratégique les besoins futurs de l'économie et par rapport à nos ressources et par rapport à nos progénitures. Merci. Merci beaucoup, Amjed Mahmoud, pour le mot de la fin depuis Tunis. Peut-être un dernier mot pour terminer aussi du côté du Liban et d'Inasr. Donc,
tout d'abord, merci pour cette opportunité de ce partage très riche. Vraiment, les compétences, c'est un accès, c'est un outil, non pas seulement de formation pédagogique, c'est un outil économique, c'est un outil de motivation, c'est un outil vraiment pour donner une chance à ces personnes de vraiment de penser et de rêver à un meilleur futur. Aujourd'hui, là, au Liban, c'est un peu, c'est une image très sombre, mais on peut commencer à la peindre en blanc avec cet espoir qu'on peut donner. Merci. Merci beaucoup. Pareil, mot de la fin au nom de l'AFPA pour Magali Sirerol. On va rester sur son mot de la fin. Son mot de la fin. Bien, je trouve. Alors, je voulais remercier déjà vous toutes et vous tous qui êtes dans la salle pour votre attention, notre partenaire, l'IECD, l'AFPA et Mounalise Mahé qui a participé à cette organisation, et aux traducteurs et traductrices qui sont là dans les cabines derrière et qui ont participé aussi à l'accessibilité de cette conférence, à la fois pour les personnes qui étaient dans la salle et puis les personnes qui étaient en ligne sur Internet. Et j'étais très content de participer à cette animation. Merci beaucoup à toutes et à tous. Au revoir.